Mercredi 4 mars 2020, bienvenue à la grande édition sur Ezare TV, les titres. Le Conseil des ministres de ce jour 4 mars 2020 a décidé la désaffectation de toutes les emprises foncières précédemment affectées à l'OCBN. Le ministre Alain Orunla justifie l'exigence des 10% faites aux partis politiques dans les consultations électorales pour espérer être représentés. Le mouvement sportif béninois se veut un exemple dans la sous-région. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le Conseil des ministres de ce jour, mercredi 4 mars 2020, a pris d'importantes décisions. Au titre des mesures normatives, désaffectation de toutes les emprises foncières précédemment affectées à l'OCBN pour l'exploitation de l'activité du transport ferroviaire sur tout le territoire national. Communication. Mesures urgentes de prévention, de préparation et de riposte contre l'épidémie due au Covid-19. Appui financier de l'État aux étudiants béninois en formation en Chine. Au cours de l'acte 2 du cadre d'échange intitulé « Le gouvernement face à la presse », le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, s'est appesanti sur la question des 10% des suffrages exigés aux partis politiques pour espérer emporter des sièges. Une disposition du code électoral dans le droit positif béninois. Suivons le haut micro de nos reporters. On ne peut pas réformer le système partisan, vouloir qu'il y ait des grands regroupements de partis politiques représentatifs sans accompagner ces efforts par des critères qui permettent d'assurer la pérennité, la crédibilité de ces formations politiques. La deuxième chose, c'est que le critère de 10%, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous voulons qu'à l'issue de ces réformes, les formations politiques qui se seraient conformées, que leur performance et leur crédibilité soient mesurées à travers les suffrages qu'ils pourraient capter. Si on est un vrai parti politique, on doit être en mesure de convaincre 10% des électeurs béninois. Ce n'est pas 10% artificiel. Et en mettant bout à bout ces 10%, ça fait qu'il y aurait au moins 10 formations politiques. Donc si vous voulez représenter les Béninois, ça peut être à l'échelle nationale, ça peut être à l'échelle locale, il faut faire l'effort de convaincre 10% des électeurs béninois de la légitimité de votre formation politique. Alors, le chiffre 10% est peut-être arbitraire. Pourquoi 10%? Pourquoi pas 5%? Et pourquoi pas 20%? Mais ces 10% résultent là aussi d'un consensus entre les acteurs politiques. C'est sûr que toutes les formations politiques ne peuvent pas atteindre ces 10%. Mais les acteurs politiques ont pris ce pari. Il y en a qui ont parlé de 8%, d'autres ont parlé de 15%, etc. Donc on est arrivé à un consensus pour dire, nous nous sommes mis d'accord pour qu'un parti ne soit représenté dans les différentes instances que s'il est capable de parvenir à obtenir 10% des suffrages des Béninois. Cela veut dire que la balle n'est pas dans le camp du gouvernement, mais elle est dans le camp des formations politiques et des électeurs. C'est les électeurs qui ont la liberté de choix des formations politiques par lesquelles ils voudraient se faire représenter. Alors c'est sûr que toutes les formations politiques ne parviendraient pas à ce résultat. Mais elles ont la période de pré-campagne et de campagne pour se jauger. J'avais promis que je n'en parlerai la troisième et la dernière fois, mais vous m'obligez à faire référence encore une quatrième fois, mais une ultime fois, à ces acteurs politiques qui ont fait la pluie et le beau temps dans ce pays, mais qui, face à ces réformes, ont reconnu leurs limites. C'est ça la salubrité. Donc, le temps est toujours là pour les autres formations politiques de reconnaître qu'elles ne sont pas en mesure de
satisfaire ce critère objectif, connu à l'avance, et de s'associer aux autres formations qu'elle croit capables de répondre à ce critère des 10%. Il en est encore temps. La Commission électorale nationale autonome Sénat a lancé le 3 mars l'avis de recrutement des agents électoraux dans le cadre des communales du 17 mai prochain. Quel que soit le poste, le postulant doit fournir une copie de la carte d'identité ou de la carte LEPI, en plus de celle du diplôme requis et la fiche ou le formulaire d'inscription dûment rempli. La fiche est à télécharger sur le site https://esenat.bj/iSénat ou une fiche d'inscription pour les coordonnateurs d'arrondissement et leurs adjoints et le formulaire à retirer auprès des équipes de la Sénat installées au sein des mairies. Rappelons que le poste de CA, pour le poste de CA, il faut être magistrat en activité ou non, greffier en activité ou non, administrateur civil en activité ou non, administrateur électoral en activité ou non, dans la catégorie A ou équivalent en activité ou non. Pour les assistants et coordonnateurs d'arrondissement ACA, être titulaire au moins du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent. Pour être membre des bureaux de vote MPV, le postulant doit être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et résider dans la commune de son centre de vote. Interpellé en fin de semaine dernière, Edgar Gidibi sera écouté le mardi 10 mars prochain. Selon les informations diffusées sur Frisson Radio, son interpellation serait due à une affaire de pisciculture qui aurait mal tourné. Les protagonistes auraient porté plainte contre sa personne pour escroquerie. Affaire à suivre donc. Deux personnalités de la République seront devant la Cour constitutionnelle demain, jeudi 5 mars 2020. Il s'agit d'une part du maire intérimaire de la ville de Cotonou, Isidore Nyolonfou, et du préfet du département du Littoral dans le cadre d'un recours déposé par le troisième adjoint au maire de Cotonou, Isaac Aïvodji, qui porte sur la vente illégale d'un domaine de l'État à Cotonou. D'autre part, la Cour aura statué sur le recours contre le décret numéro 2017-507 du 27 octobre 2017 portant nomination au poste de secrétaire d'État à la présidence de la République de Pascal Irénée Koupaki. Les Béninois ont marqué d'une pierre blanche le 28 février 2020, date du 30e anniversaire de la clôture de la Conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990. Le mouvement des cadres chrétiens et des personnalités politiques a organisé un colloque international en cette occasion. En la circonstance, le professeur Nikes Médé a donné une communication sur le thème, je cite, « Qu'avons-nous fait de la conférence nationale sur le plan socio-économique ?» Le communicateur a, au cours de son exposé, rappelé le contexte géopolitique de ces assises nationales. Il est au micro de nos reporters. Le socialisme scientifique que nous avons adopté de 72 à 90, nous ne l'avions pas inventé. Nous l'avions recopié quelque part. Et évidemment, la conférence nationale qui a mis un terme à la chose n'était pas non plus du pur génie béninois, de la pure production béninoise. Et pour cause, dès l'été 1989, il y avait déjà un article publié par un auteur américain du nom de Francis Fukuyama. Et le titre de l'article, c'était « La fin de l'histoire ». Et l'auteur développait la thèse que la saison qui commence, c'est une saison qui va aboutir à la fin du communisme dans le monde. Et que les démocraties libérales et surtout le capitalisme avaient finalement eu le dessus sur le socialisme. C'est-à-dire que les aphorismes de Mao Tse-tung, à savoir que le vent d'Est va l'emporter sur le vent d'Ouest, a complètement échoué et que c'est plutôt le vent d'Ouest qui l'emportait sur le vent d'Est. Et on rapproche la thèse de Fukuyama à la théorie de Hegel sur la dialectique. La dialectique fonctionnait un peu avec des thèmes contradictoires. Elle a très bien fonctionné au moment où il y avait le communisme, c'est-à-dire le capitalisme affrontant le communisme. Ça donnait une rivalité qui pouvait dégénérer en crise, en guerre, etc. Et la fin du communisme, c'était un peu, dans la démarche hegelienne, c'était la fin de l'histoire. La fin de l'histoire signifiant
le rétablissement de la paix partout, puisqu'il y a plus qu'un vainqueur et une pensée unique, la fin de la guerre, la paix, la prospérité partagée dans le monde entier. C'était un peu la thèse de Francis Fukuyama. Elle a été reprise par l'auteur lui-même quelques années après dans un livre qu'il a baptisé cette fois-ci « La fin de l'histoire et le dernier homme ». Et un peu dans la dialectique qui nourrissait cette thèse, il y avait eu des éléments qui confortaient ce qu'il disait. Puisque en juin 89 déjà, dans la Pologne communiste, il y avait eu des élections législatives qui ont conduit à la prise de pouvoir par ce qu'on peut appeler ça une société civile. En tout cas, des organisations n'étant pas membres du Parti communiste ont pris le pouvoir, ont en tout cas gagné les élections. Et en septembre de la même année, en 89, le gouvernement qui a été formé dans la Pologne communiste était constitué de non-communistes. Nous sommes en septembre 1989. Près de 5 mois avant la conférence nationale du Bénin. Et le 9 novembre également, il y a le mur de Berlin qui tombait. En Noël 89, la fusillade, ou en tout cas le dictateur Ceausescu a été fusillé par son peuple. Toujours au cours de son intervention, le professeur Nikes Médé a cité l'exemple de plusieurs nations qui ne sont pas passées par la démocratie pour atteindre le développement, en opposition à la Pologne qui a réussi grâce à l'afflux des capitaux occidentaux et du Bénin qui stagne. Suivons cet extrait de son intervention. Le premier ministre de la transition devait ajouter dans une allocution quelconque, il dit « Le renouveau démocratique, c'est l'autre nom du développement ». Alors, la conjonction de toutes ces déclarations et de l'état d'esprit des conférenciers, même des Béninois également, devait nous conduire à faire, j'allais dire, des raccourcis, ou en tout cas des déductions qui se ramènent à peu près à ceci. Nous avons fait la révolution pendant 17 ans, nous avons eu l'absence de liberté et nous avons eu en plus la pauvreté. Nous voulons maintenant aller en démocratie en espérant que cela va nous procurer la jouissance des libertés individuelles, mais également le pain, c'est-à-dire le développement. Je rappelle simplement que 30 ans après, le Bénin figure toujours dans la catégorie des PMA, les pays les moins avancés. Alors, sur cette base, moi je voudrais faire un exercice critique consistant à infirmer tout simplement cette doctrine qui veut que quand on est en démocratie, le développement suit automatiquement. Alors, les Polonais ont fait leur table ronde de leurs élections et leurs conférences nationales et leurs mutations institutionnelles et politiques en 89. Et de 89 à aujourd'hui, le produit intérieur brut par tête d'habitant a été multiplié par 5. C'est un pays développé, point final. Mais dire cela, sans approfondir la question, c'est un peu faire du charlatanisme. Parce que la Pologne n'est pas arrivée à cette statistique, à cette situation, à cette, j'allais dire, prouesse, uniquement par le phénomène des élections et du renouveau démocratique. C'est que le pays a ensuite adhéré à l'Union européenne et la liberté de transfert de capitaux, mais également d'investissement, de circulation des individus, a permis aux Européens de l'Ouest de pouvoir investir librement en Pologne en prenant en compte le fait que le coût des facteurs est moindre, la main-d'œuvre est moins chère. L'organisation non gouvernementale ZEDAGA se distingue par ses recherches dans le domaine de la culture, en l'occurrence les panégyriques. Elle s'essaie également dans le domaine du social à travers diverses activités. Le secrétaire général Alain Arwangassi expose les actions sociales de l'ONG. Il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeda. L'ONG ZEDAGA est une association à but non lucratif, apolitique, qui œuvre pour le développement du Bénin, mais le développement axé sur la culture. Notre vision, c'est
d'avoir un Bénin prospère, un Bénin épanoui à travers ses fils, mais un épanouissement, une prospérité qui tienne compte de la culture. Alors, dans ce sens, nous participons déjà à certaines activités, à certains secteurs, au développement de certains secteurs que beaucoup d'autres structures ont embrasé, telles que l'éducation, la santé, l'hygiène, et nos activités phares dans ces secteurs pour pouvoir apporter un plus, tout en gardant comme Vademecum la culture. C'est par exemple la journée des génies africains qui est une activité qui célèbre nos artistes ou tous ceux qui œuvrent pour la pérennité de tout ce qui est culturel dans notre pays, surtout les artistes, les comités et tout. Au lieu d'attendre leur mort pour les célébrer, nous essayons de les célébrer, de les promouvoir. Nous avons aussi la journée des Oscars pour l'entrepreneuriat et la promotion de nos valeurs culturelles, qui est déjà à sa 7e édition. La 7e édition a eu lieu le vendredi 20 décembre 2019 passé. Une activité au cours de laquelle nous distinguons certains acteurs de la culture, mais surtout les entrepreneurs, tous ceux qui d'une manière ou d'une autre ont travaillé, ont œuvré peut-être sans personne, sans aide, qui sont partis de zéro pour un héros comme on le dit. Et nous ressortons les leçons qu'il faut garder pour la jeunesse et les tâches de la culture qui les ont aidés à atteindre leurs objectifs. Nous avons comme activité aussi TIC pour tous. TIC pour tous, une activité au cours de laquelle nous aidons les jeunes, souvent en vacances, à savoir par exemple monter les panneaux solaires, les antennes paraboliques, la réparation des téléphones portables, tout ce qui entre dans une activité basée sur la nouvelle technologie, mais qui peut les aider quand même à apporter quelque chose au lieu de croiser les bras, tel que notre système parfois nous l'apprend et on n'apporte rien au pays. Nous avons École pour tous. École pour tous, tout ce que nous faisons là pour le moment, c'est d'aider les enfants qui, rien que pour un cahier, parfois ratent toute une année scolaire. Nous essayons de trouver le financement qu'il faut. Ce n'est pas encore ce qu'on espère, mais on essaye quand même de cibler certaines zones dans certaines communes et selon les arrondissements ou les écoles dont l'entourage est un peu renferme un peu de familles pauvres pour pouvoir aider les enfants en kit scolaire et en renforcement s'il le faut. Emploi pour tous. Emploi pour tous, à ce niveau, c'est beaucoup plus dans le domaine artisanal que nous travaillons. Nous essayons de trouver les enfants qui ne veulent ou ne peuvent plus continuer les études. Nous leur trouvons des parrains pour pouvoir apprendre tel ou tel métier. En passeport, le mouvement sportif béninois envisage d'être une référence des organisations sportives et olympiques d'ici quelques années. Pour ce faire, le bureau exécutif du Comité national olympique et sportif béninois, CNOS-BEN, a évalué ses 28 associations membres à partir d'un outil de gestion, l'assiette fédérale identitaire. La restitution des travaux effectués par le jury mis en place à cet effet a eu lieu le samedi dernier à la salle de conférence du Palais des Sports de Cotonou, général Mathieu Kérékou. Que voulons-nous? Nous aussi, nous avons besoin d'être grands, je crois. Pour arriver à cette fin, le Comité national olympique et sportif béninois CNOS-BEN a fait le diagnostic de la pratique de la bonne gouvernance au sein de ces 28 associations affiliées. Il en ressort des conclusions du jury du magistrat Raoul Wendo qu'aucune fédération n'est actuellement dans la bonne posture d'une organisation sportive et olympique OZO pour une approche managériale performante au Bénin. Nous avons constaté que 25% des fédérations, sur la base des résultats acquis, se sont retrouvées dans la posture médiane et que 75% sont passés à la mauvaise posture. Ce tableau peu reluisant du fonctionnement des fédérations sportives béninoises préoccupe l'ensemble des acteurs du mouvement sportif national. Ça a reflété qui nous sommes. Et là, il n'y a pas le ministre dedans, il n'y a pas le président du comité dedans, il n'y a rien.
Ça, c'est nous-mêmes, au sein de la nation de nos fédérations. Il faudrait qu'on ait une idée. Et peut-être que c'est pas ça ici, mais qu'on sache exactement dans quelle couleur nous sommes pour savoir où on part, où on repart. Chaque fédération doit travailler à redresser la barre à l'aide d'un instrument à double fonction et qui s'appuie sur des domaines d'action stratégiques. Sur quoi devons-nous compter pour faire tout ça? C'est cet instrument de puissance managériale très forte que nous avons appelé l'assiette fédérale identitaire, dont les deux fonctions essentielles sont premièrement que c'est un outil d'évaluation et deuxièmement un outil de résilience. La mise en œuvre de l'assiette fédérale identitaire va non seulement permettre la pratique de la bonne gouvernance au sein des fédérations, mais aussi et surtout booster les performances sportives des athlètes, selon le directeur du sport d'élite. Avec le dispositif qui est en train d'être mis en place maintenant, je suis sûr que cela va booster nos résultats. Nous avions besoin de très grands résultats, nous avions besoin de beaucoup plus de performances, gagner plus de médailles et faire briller le sport national. L'initiative de l'assiette fédérale identitaire vient combler un vide, celui de l'inexistence d'une réelle boussole pour le management des organisations sportives au Bénin depuis les indépendances. Grâce à cet outil, le Comité national olympique et sportif béninois va célébrer désormais les meilleures fédérations chaque année. À la sortie de la session de restitution des travaux, les membres des comités exécutifs de quelques fédérations se sont prononcés sur l'initiative de l'assiette fédérale identitaire. Le comité olympique, en initiant donc, cette évaluation, est venu nous apporter un coup de main. On était un peu trop laissés à nous-mêmes dans la gestion et pratiquement on n'avait pas de repère en tant que tel. Nous eût été le centre de responsabilité donc, de certains au niveau des fédérations, je crois que le résultat serait plus catastrophique. Mais heureusement que nous avons désormais des repères et qui nous permettraient, n'est-ce pas, d'améliorer la gestion de nos fédérations. C'est un très bon exercice que nous avions eu à faire avec la commission mise en place et donc les résultats sont donnés. L'essentiel n'est pas ces résultats. L'essentiel, c'est comment partir de ces résultats et progresser. Et c'est ce que nous appelons la résilience, la mesure de l'écart par rapport à aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui jusqu'à demain, après-demain, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui a changé de façon positive pour le sport béninois. Voilà de quoi il est question. Quand on voit de très près depuis les années 60 jusqu'à ce jour, aucune fédération n'est bien structurée. Aucune n'est bien structurée. Si vous verrez quelques fédérations qui ont des sièges, mais la majeure partie se retrouve dans le sac, dans le salon. Et il y a aussi des décisions au niveau de notre ministère de tutelle qui ne favorisent pas l'éclosion de ces fédérations. Quand bien même il y a des techniciens de haut niveau qui se retrouvent au niveau du ministère, mais c'est comme si nous sommes laissés pour compte. Et je remercie le président Minavoa et toute son équipe d'avoir commandité ce travail qui a révélé l'état que comportent toutes les fédérations béninoises, en particulier la mienne. Concernant le 4e domaine des actions stratégiques de l'assiette fédérale identitaire relatif à la gestion technique et aux performances sportives, les fédératives peuvent compter sur la contribution de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation physique et du sport INJEPS. Son directeur Jean-Marie Falola a exposé un vaste projet de formation d'encadrement, d'encadreurs et de cadres techniques dans toutes les disciplines sportives. Chers amis, nous avons une arme dont on ne se sert pas. Cette arme, c'est le sport. Mettons-nous ensemble. Je vous jure que si on se met ensemble, il n'y a pas les gouvernants politiques là, qui ne vont pas courir derrière nous. Ils sont obligés. Parce que, comme il a dit tout à l'heure,
Nous, pour la pédagogie pratique, on a déployé les étudiants partout, dans tout le Bénin. C'est nos soldats. Ce n'est plus à partir d'aujourd'hui les soldats de l'ISEPS. C'est les soldats des fédérations. Pour que, lorsqu'on va mettre tout au clair, tout écrit, et chacun connaîtra son rôle. Mais ceux-là sont obligés de faire des stages. Là, on s'est arrêté de la 2e année à 4e année. Si c'est des réussites perpétuelles dans le temps, on constatera qu'un travail a été fait en amont. C'est vrai, il y a certains où la réussite a commencé par être constante. Mais si c'est des réussites sporadiques, ce n'est pas bon. Et c'est pour éradiquer les réussites sporadiques qu'à l'ISEPS, nous avons décidé de vous rencontrer, de vous expliquer nos préoccupations, notre vision, à savoir faire rêver le peuple béninois, faire unir par notre action complémentaire et collective tout un peuple. Mettons un terme à cette édition avec la page Inter qui nous amènera respectivement au Sénégal, au Mali et au Kenya. C'est officiel, Faure Gnassingbé Eyadema tient son 4e mandat de président de la République du Togo. La Cour constitutionnelle du pays, par le biais de son président Aboudou Assouma, sur la chaîne de télévision nationale TVT, a proclamé en direct hier les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 22 février 2020 au Togo. Résultats définitifs auxquels Faure Gnassingbé a réagi via un message à ses compatriotes. Après avoir accentué son propos sur l'aboutissement du processus électoral démocratique, libre, inclusif et transparent, il s'est adressé à ses compatriotes en ces termes. Je cite: « Je tiens à vous dire mon admiration pour la maturité politique et démocratique dont vous avez massivement fait montre. Place au travail en toute humilité. Oui, allons-y. » Fin de citation. Rappelons que le mandat présidentiel au Togo est d'une durée de 5 années. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèle au programme de Zaïre TV. Gardez le réflexe www.zaïretv.bj. Bonsoir.